Salut à tous, j'espère que vous êtes au top, que la forme est là. Aujourd'hui, attention, posez des questions, soulevez des doutes ou osez émettre une critique sur ce splendide chef-d'œuvre qu'est le projet royalissime d'Abditt Billet. Eh bien, c'est officiel, vous devenez un espion infiltré du MEN. Vous osez parler de coûts astronomiques, de rendements quasi invisibles, de trous béants dans les caisses de l'État ? Bravo, vous venez de trahir la patrie. Apparemment, c'est la ligne de défense choisie pour expliquer pourquoi Djeloul Sama, économiste de son État et coupable d'avoir réfléchi tout haut, croupit encore dans une cellule bien gardée à la brigade de rejet, quartier Bab Judid. Il faut croire que le bon sens est désormais passible de détention. Et voilà ce que l'on est en train de dire sur nous, qui sommes les détracteurs de ce méga projet de Ralbillet, et qui alertons et qui tirons la nation d'alarme, qui mettons en garde contre les dangers et les conséquences désastreuses du futur de ce méga projet dont le retour sur investissement est quasi nul. L'Algérie, on va vous le prouver dans cette émission, peut même s'en passer de Rbillet. Et les milliards, les dizaines de milliards que nous allons consacrer à ce méga projet, cela peut atteindre même la trentaine de milliards de dollars, et nous allons l'expliquer dans cette émission, pourrait largement suffire pour financer une dizaine de grands projets industriels et énergétiques qui pourraient insuffler une dynamique économique importante. Comme ce projet, c'est Abdelmadjid Tebboune qui le veut. Comme c'est le roi Soleil, c'est le président Soleil. Comme Abditt Tebboune veut réaliser ce projet pour faire un pied de nez au Maroc, pour provoquer le Maroc et pour faire un doigt d'honneur au Maroc. Et pour prouver au Maroc qu'il les a bien roulés, qu'il les a bien dominés, qu'il leur a imposé un bras de fer, que lui, il a gagné ce bras de fer et qu'il est vraiment supérieur au Maroc. Donc c'est une affaire personnelle entre Tebboune et le Maroc. Rbillet, c'est un projet. Je vais vous l'expliquer maintenant de façon claire, nette et précise, n'a rien d'économique. C'est un projet d'ego entre Abdelmadjid Tebboune, le Maroc et son ego. Pourquoi je dis cela ? Alors, on va répondre un par un, argument par argument. Les partisans du projet de méga projet de RB nous disent « Ah, mais c'est un projet important !» Pourquoi ? Parce qu'il permettra à l'Algérie de ne plus importer du minerai de fer et l'on économisera des milliards de dollars. Et l'on utilisera le minerai de fer de Rbillet pour produire localement et pour répondre aux besoins locaux avant même d'aller importer. Et donc, ce n'est pas grave si nous allons dépenser une dizaine de milliards de dollars sur Rbillet. Nous allons les économiser. Nous allons les rattraper au niveau de nos importations. Argument totalement faux qui est un mensonge. Je m'explique. Quel est le montant des importations du minerai de fer ou des produits sidérurgiques en Algérie ? L'Algérie, elle a importé entre 2023 et 2024, ce sont les chiffres les plus récents et actualisés, l'équivalent de même pas 1 milliard 200 millions. 1 milliard 130 millions de dollars. Même pas 1 milliard 200 millions et quelques de dollars. C'est beaucoup moins que ce que l'Algérie importait par rapport aux années 2010. L'Algérie, en 2010, la facture d'importation de ce qui est produit sidérurgique ou du minerai de fer, cela dépassait les 5 milliards de dollars. Donc, on importe 1 milliard 100 millions de dollars. Ce que l'on importe encore,
il faut savoir que l'on n'importe plus de rond à béton. Le rond à béton, qui est le principal produit sidérurgique, le plus utilisé, pratiquement le plus consommé dans le monde, notamment pour le bâtiment, pour les travaux publics, etc. On est autosuffisant. On n'en importe plus. Mais qu'est-ce que l'on importe ? On importe des aciers plats pour les automobiles, pour l'électroménager, des tubes sans soudure pour le secteur des hydrocarbures, par exemple. Donc, on importe des produits en acier divers, mais dont la valeur ne dépasse pas 1,2 milliard de dollars. Maintenant, qu'est-ce que l'Algérie exporte ? L'Algérie exporte notamment du rond à béton parce que l'on est autosuffisant. On arrive même à exporter. L'Algérie exporte pour pratiquement 2 milliards de dollars en 2023 et 2024. C'est-à-dire que la facture de nos importations est de 1,130 milliard. La facture de nos exportations est de 1,120 milliard. Principalement avec les complexes de Toukra et d'Arakatar de Bara. Donc, nous sommes complètement à l'équilibre. Cela avant Erbilay. Entre 2023 et 2024, Erbilay, pour le moment, ne fournit rien comme matière première à l'économie. On produit quelques 3 millions de tonnes pour le moment, c'est très peu. Donc, avant le lancement officiel et opérationnel de Erbilay, on est équilibré. On importe 1,130 milliard, on exporte 1,120 milliard, on est complètement équilibré. Nous n'avons pas de problème au niveau de la facture de nos importations d'acier et de sidérurgie, puisque nous exportons autant que ce que nous importons. Clair, net et précis. L'équilibre, il est là. Le solde commercial, il est quasiment à l'équilibre. Donc, Erbilay, qu'est-ce qu'il va apporter à l'Algérie au niveau de nos importations ou au niveau de nos exportations ? Puisque nous avons une balance commerciale qui est équilibrée. Elle n'était pas équilibrée à l'époque de Bouteflika. Pourquoi ? Parce que l'on n'avait pas encore le complexe de Baraa qui était opérationnel à 100%. Toukra n'était pas encore opérationnel à 100% et l'État algérien avait lancé de grands projets. Les projets de l'autoroute Est-Ouest, les métros, les tramways, la grande mosquée d'Alger. Les méga-projets consommaient beaucoup d'acier. Là, on a terminé un méga-projet, on n'a pas encore lancé de méga-projet et nous avons de quoi couvrir notre demande locale et d'exporter. Donc, on est équilibré. Donc, l'argument qui dit qu'il faut dépenser une dizaine jusqu'à 30 milliards de dollars juste pour Erbilay, juste pour ne plus importer, est complètement faux. Déjà, on n'importe pas beaucoup et on exporte comme on importe. Maintenant, le coût de Erbilay. Pourquoi beaucoup d'entre vous me posent la question « Abdou, pourquoi tu parles de 30 milliards de dollars et de temps en temps tu parles de 12 à 15 milliards de dollars ?» Nous allons faire maintenant on va vous donner les chiffres avec une ventilation. Il faut savoir que Erbilay a deux types de dépenses. Les dépenses directes et les dépenses indirectes. Les dépenses directes, ce sont les fameux plus de 15 milliards de dollars qui peuvent normalement, avec le temps, d'ici la fin de la réception du projet et le lancement de tout, et l'exploitation opérationnelle à 100%
de toutes les infrastructures de Air-Billet coûter jusqu'à 20 milliards de dollars. Je vais vous donner la ventilation, les dépenses, catégorie par catégorie. Les dépenses directes, tout ce qui est infrastructure, structure et dépenses liées à la production, à l'exploitation et à la commercialisation du fer de Air-Billet. Il y a par la suite des dépenses indirectes, l'eau et l'énergie. L'eau, le gaz, l'électricité que doit consommer Air-Billet. Parce que Air-Billet nécessite de l'eau, on en a parlé, 3 millions de mètres cubes, il nécessitera du gaz, on en a parlé, il consomme aujourd'hui presque 1 milliard de dollars de gaz. Et d'ici 2040, ou quand il sera opérationnel à 100%, Air-Billet va consommer l'équivalent de plus de 4 à jusqu'à 5 milliards de dollars de gaz. C'est une dépense indirecte. Ça, c'est le coût de Air-Billet, la facture. Et quand tu donnes le gaz au lieu de l'exporter à l'étranger pour gagner de l'argent, on est en train de le donner à Air-Billet. Ça rentre dans la facture. L'eau, ça rentre dans la facture. L'électricité, ça nécessitera 150 millions de dollars par an, etc. Ça rentre dans la facture. Donc ça, ce sont des coûts indirects. Maintenant, on va parler du coût direct. Qu'est-ce qu'il y a comme coût? Billet nécessite un complexe minier industriel, avec l'extraction à ciel ouvert à Billet et des unités de déphosphoration pour purifier le fer. On appelle ça les unités de déphosphoration. Vous avez les complexes sidérurgiques de transformation et vous avez les chemins de fer. Et par la suite, vous avez les infrastructures de soutien, transfert d'eau, énergie, création de stations de pompage, centrales solaires, etc. pour alimenter en électricité, Air-Billet. Et vous avez, par exemple, la base de vie. Il y a des travailleurs qu'il faut payer, qu'il faut nourrir, créer une petite ville à côté de Air-Billet. Ça, ce sont les dépenses directes. Après, il faut additionner les dépenses indirectes. C'est que la production de Air-Billet est aujourd'hui faible. Il faut attendre 2040 pour atteindre 50 millions de tonnes. Mais quand tu produis 2 ou 3 millions de tonnes, tu ne consommes pas la même électricité, ni le même gaz, ni la même quantité d'eau que lorsque tu vas produire 50 millions de tonnes. Après 2030, quand on va atteindre l'objectif de plus de 30 jusqu'à 40 millions de tonnes, ce jour-là, on va consommer du gaz et de l'électricité de façon complètement différente. On aura besoin de consommer de l'eau de façon complètement différente et avec des volumes beaucoup plus importants. Donc les coûts indirects, le coût du gaz, de l'électricité et de l'eau que Air-Billet va nécessiter, Air-Billet, quand il sera opérationnel à 100%, va consommer entre 15 à 20% de la consommation nationale de notre gaz naturel, ce qui est énorme. Donc, quand Air-Billet produit 2 ou 3 millions de tonnes, ce n'est pas le même coût indirect, ce ne sont pas les mêmes dépenses, ce ne sont pas les mêmes frais que lorsqu'il va produire 40 ou 45 ou 50 millions de tonnes de fer. Nous allons rester dans ce que nous avons aujourd'hui comme chiffres et comme évaluation de ce que nécessite Air-Billet pour être lancé. Vous avez les infrastructures ferroviaires, le fameux train de 950 km d'ouvrage Billet, qui va coûter officiellement 5 milliards de dollars,
Mais avec les frais connexes, avec les infrastructures, les ouvrages d'art, etc., le coût atteint jusqu'à 7 milliards de dollars. Vous avez comme dépenses terrassement en zone désertique, la pose des rails, les ouvrages d'art, les gares de fret, les équipements miniers, la signalisation sur les rails, les équipements de télécommunication, les bases de vie, la logistique et la sécurité qu'il faut assurer pour ce projet, pour ce train. Premièrement. Deuxième dépense, le développement et l'exploitation minière. Vous avez un décapage et une préparation du site de la mine de Herbilet, des engins miniers lourds qu'il faut acquérir, qu'il faut acheter. Vous avez les puits, les carrières à ciel ouvert, les convoyeurs. Vous avez les infrastructures internes, vous avez des équipements de sécurité industrielle et vous avez des campements et des bases techniques. Ça peut coûter 2 milliards de dollars dans la meilleure estimation, dans la plus basse estimation. Comme ça peut dépasser les 4 milliards de dollars dans les estimations les plus élevées. Ça dépend de quels engins, quels équipements, quelles normes industrielles on va appliquer. Vous avez par la suite l'unité de traitement pour enlever le phosphore. On appelle ça déphosphoration du minerai de fer. Ça peut aller de 3 milliards de dollars en estimation basse si l'on utilise des technologies innovatrices et efficaces, etc., notamment avec des partenariats avec les meilleures technologies chinoises comme le veut le régime Tebboune. Ça va nous coûter dans les 5 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce qu'il faut des usines de traitement. Il faut une déphosphoration chimique, il faut une séparation et l'enrichissement du minerai de fer. Il faut le traitement des rejets d'argile bête. Il faut un laboratoire de contrôle de qualité. Donc ça peut être entre 3 et 5 milliards de dollars. Ensuite, vous avez le complexe. Les complexes, c'est sidérurgique et industriel. On va créer un complexe industriel important à Touet, à Béchar, qui peut coûter 1,5 milliard de dollars, qui peut même atteindre, dans les plus élevées estimations, 3 milliards de dollars. Pourquoi ? Pour ça, il faut des hauts fourneaux, des usines de pellets, des laminoirs, de l'acierie, la logistique industrielle. Donc ça va coûter minimum 1 milliard, entre 1,5 milliard et 3 milliards de dollars. Et vous avez les infrastructures énergétiques. Il faut des centrales électriques, des lignes de haute tension, des usines de forage et des inductions d'eau, des routes minières, des adaptations des ports, etc. Il faut adapter les ports. Des sites de stockage et ça peut coûter jusqu'à 3 milliards de dollars. Maintenant, on va faire le tableau général. Au niveau du rail, ça va coûter plus de 4 milliards de dollars. Ça nous a coûté en réalité plus que 5 milliards de dollars, mais on va rester sur les estimations basses. Au niveau de l'exploitation de la mine, ça va nous coûter minimum 4 milliards de dollars. Au niveau du traitement du fer et pour le purifier, ça va nous coûter dans les 5 milliards de dollars. Au niveau de sa transformation en produit sidérurgique, ça va nous coûter un investissement de 3 milliards de dollars. Au niveau de la consommation de l'eau, de l'énergie et de la logistique nécessaire, c'est une moyenne minimale de 3 milliards de dollars et elle peut dépasser les 4 à 5 milliards de dollars. Donc au bas mot, le garage Billet, pour qu'il soit opérationnel,
va nécessiter une dépense directe, les dépenses directes, une facture de 19 milliards de dollars. Ça, c'est les dépenses directes. Je parle de dépenses directes. 19 milliards de dollars. Par contre, par la suite, il y a des dépenses indirectes, puisque plus tu produis du fer, plus tu dois le purifier, plus tu as besoin de consommer plus de gaz. Si le gaz sur le marché mondial monte, ses prix vont monter. Là, les factures, les dépenses indirectes vont augmenter. Le coût de l'eau chaque année prend 3 millions de mètres cubes. Avec les effets du réchauffement climatique, etc., ça a des conséquences importantes. Il faut construire le projet de transfert d'eau d'Adrar à Tindouf. Après, il faut entretenir les infrastructures. Ça, c'est les coûts indirects. Plus la production d'électricité, dont les coûts vont varier d'une année à une autre, puisque plus le garage Ebillet va produire et améliorer sa production, plus la consommation de l'eau, du gaz et de l'électricité va augmenter. Donc quand on calcule avec les freins directs, plus les charges sociales, plus les charges de transport, plus le recrutement, etc., plus le coût des bases de vie, etc., on peut arriver malheureusement à 30 milliards de dollars de dépenses entre les coûts directs et les coûts indirects. 30 milliards de dollars. Maintenant, qu'est-ce qu'on va gagner? D'accord, vous allez me dire, grâce à Garage Ebillet, on va gagner. Je vous ai démontré au premier lieu, c'est qu'on n'a pas besoin de Garage Ebillet pour le moment. On a une balance équilibrée entre importation et exportation du fer, de l'acier et des produits de l'acier. Au rythme de la production actuelle, en 2026, Garage Ebillet ne va pas dépasser 3 millions de tonnes. Et depuis 2025, on est encore à 2 millions de tonnes. Quand on dit que Garage Ebillet produit 2 millions de tonnes, ce sont des chiffres politiques. Et on sait que l'ancien président directeur général de la Sonarem, le principal groupe public impliqué dans la gestion de Garage Ebillet, a été limogé, il a demandé à partir, ou il a demandé à être limogé, mais en réalité, c'est lui qui a demandé à être limogé à cause de son attitude face à ces chiffres mensongers qui sont communiqués à Tebboune. On n'arrive même pas à produire 2 millions de tonnes. Cette année 2026, dans le meilleur des scénarios, on va produire 3 millions de tonnes. Si on exporte 50 à 70% de ce fer que nous allons produire, ça va nous ramener 1 milliard à 1 milliard 800 millions de dollars. Le train, uniquement le train Béchar-Tindouf, va nous coûter plus de 5 milliards, jusqu'à 7 milliards avec son entretien. Donc si on reste avec une production de 3 millions de tonnes, qui est exportée à 70%, on va gagner 1 milliard 800 millions. Donc il faudra attendre 6 ans pour rentabiliser rien que le train. Je ne parle pas du gaz, de l'électricité, de l'eau et des autres dépenses du coût de la production, des usines de transformation, etc. Donc, calcul très simple, il ne faut pas sortir de Sciences Po, c'est une perte sèche. Nous allons dépenser presque 20 milliards de dollars dans une première phase pour gagner seulement 1 milliard 800 millions de dollars, avec une production de 3 millions de tonnes. Pour que l'Algérie puisse gagner beaucoup d'argent, il faudrait donc qu'elle produise 45 millions de tonnes, avec 60% de parts destinées à l'exportation. Parce que, attention, ce que nous allons produire pour le moment à Garage Ebillet ne part pas à l'exportation. C'est pour la production locale, surtout pour Tosyali. On en parlera. Tosyali sera le principal bénéficiaire
du projet de Gara-Djebile. Il faudra exporter 60% de la production quand on va arriver à 45 millions de tonnes pour gagner 2,7 milliards de dollars par an. Pour arriver à 45 millions de tonnes par an, déjà, il faut attendre 2040 pour produire 50 millions de tonnes. C'est-à-dire, il faut attendre 2035 pour produire 45 millions de tonnes au rythme de l'évolution du projet. Donc, il faut attendre jusqu'à 2035 pour pouvoir exporter 2,7 milliards de dollars. Et on ne sait pas d'ici là, 2035, peut-être que les prix de l'acier vont s'effondrer. Peut-être que les prix de l'acier seront beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Donc, on n'est même pas sûr de gagner 2,7 milliards de dollars après avoir investi d'ici 2035 presque 30 milliards de dollars. Donc, il faudra encore 10 ans pour pouvoir récupérer ce que nous avons déjà dépensé. Donc, de l'argent perdu pour rien. Je continue. Le meilleur scénario, c'est quoi? C'est que nous allons produire 50 millions de tonnes. Ce sera en 2040. Et nous allons destiner 70% de ce que nous allons produire à l'exportation, notamment en exportant pas uniquement du minerai de fer, mais en exportant des produits dérivés de l'acier, en faisant vraiment de la transformation à valeur ajoutée. Et là, on pourra gagner 4,2 milliards de dollars par an au niveau de nos exportations. 4,2 milliards en 2040. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Les scénarios les plus optimistes, c'est 2045. 8 milliards de dollars. Mais d'ici 2045, Gara-Djebile va disparaître. Il y aura une nouvelle révolution technologique. Je rigole. Disons que Gara-Djebile ne va pas disparaître. Le monde de 2045 sera totalement différent, avec les mutations technologiques et les mutations climatiques. Ce n'est pas l'acier qui est l'avenir du monde. Il y aura de nouveaux matériaux de construction et rien ne garantira que d'ici là, l'acier va coûter encore cher. Donc, dans le meilleur scénario, on a 4 milliards de dollars. Il faudra avoir une industrie locale très prospère et très puissante, avec un taux d'intégration élevé pour pouvoir transformer et gagner dans les 8 milliards de dollars grâce au fer de Gara-Djebile dans 2040. 40 à 50 millions de tonnes. Et d'ici là, nous aurions dépensé plus de 30 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. On ne va jamais récupérer notre argent. Donc, on n'est pas là pour faire plaisir aux Marzen. On n'est pas là pour faire plaisir au Maroc. On n'est pas là pour trahir notre pays. Quand on dit que ce projet est un gouffre financier, Tebboune doit absolument comprendre la vérité. Les experts, les journalistes qui le disent, comme moi je le fais, preuve à l'appui,
avec des chiffres à l'appui, tout ce que j'avance comme chiffre là peut être vérifié, peut être vérifiable. C'est ça. Ça démontre que ce projet n'est pas rentable. Il ne sera pas rentable. Sauf si, d'ici 2040 à 2050, on aura une industrie locale très connectée. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. On a d'autres possibilités d'utiliser du fer. On a d'autres projets en matière de sidérurgie qui sont beaucoup moins chers, qui nous rapportent autant. Et comme je l'ai dit au début de l'émission, on n'a pas de problème en ce moment au niveau de nos importations. On est équilibré avec nos exportations. Il y a d'autres domaines beaucoup plus stratégiques dans lesquels on aurait pu investir ces 30 milliards de dollars. Au lieu de mettre 7 milliards de dollars pour un train entre, 5 milliards de dollars. En réalité, c'est 7 milliards de dollars pour un train entre Béchar et Tindouf. Je vais les investir au nord. Des grands trains à grande vitesse entre Alger, Oran, etc. Des trains à grande vitesse à plus de 200 km par heure, par exemple. Ou j'investis dans d'autres domaines. Les énergies renouvelables, le gaz de schiste. Le gaz sera toujours, d'ici 2050, l'une des matières stratégiques dans le monde. On le sait. Je fais les énergies renouvelables pour diminuer ma consommation de gaz et pour diversifier mon mix énergétique. J'investis dans l'industrie mécanique. J'investis dans l'industrie électronique. J'investis dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'investis dans le tourisme, là où je pourrais gagner beaucoup plus d'argent. Alors que Garage et Billette ne va même pas me garantir un retour sur investissement. Il ne va même pas me permettre de récupérer tout l'argent que je vais placer dans ce projet-là. Ce sont des chiffres que j'avance qui sont vérifiables, encore une fois. Ce sont des vérités qui peuvent être confrontées à la réalité du terrain. Abdeld doit se réveiller. Sa haine du Maroc et son amour pour son ego sont en train de l'aveugler, y compris sur le plan économique. Et ça nous coûtera très cher.